Pendant la quasi-totalité de l'histoire de l'humanité, le progrès économique était quasiment inexistant. Et puis, en 2 petits siècles, tout a basculé. Comment une petite partie du monde est-elle devenue si incroyablement riche, laissant tout le reste loin derrière? C'est ça, le grand mystère que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut regarder cette courbe. On l'appelle la crosse de hockey de la croissance. Et on voit pourquoi. Pendant des milliers d'années, la richesse moyenne par personne est restée désespérément plate. Et puis là, aux alentours de 1820, c'est l'explosion. Une accélération complètement verticale, sans aucun précédent, qui a littéralement transformé la condition humaine. La question est donc toute simple, mais sa réponse est d'une complexité folle. Pourquoi ce décollage à ce moment-là? Qu'est-ce qui a bien pu nous faire sortir de ce que les économistes appellent le piège malthusien, cette stagnation qui a duré des millénaires? C'est l'énigme qu'on va décortiquer ensemble. Pour y arriver, on va suivre un plan d'enquête en plusieurs étapes. On va d'abord se pencher sur la grande divergence elle-même. Ensuite, on examinera les fameuses règles du jeu des sociétés, puis le choc entre deux manières de s'organiser, les clans et les corporations, et enfin, le moteur un peu secret du progrès. Et à la fin, promis, on assemblera toutes les pièces du puzzle. Alors, notre tout premier indice se trouve dans ce qu'on appelle les institutions. Attention, on ne parle pas de bâtiments en pierre, non, on parle des règles du jeu d'une société. Ses lois, bien sûr, mais aussi ses normes, ses coutumes, bref, tout ce qui encadre nos interactions. Pour voir à quel point c'est puissant, prenons un exemple moderne absolument frappant, les deux Corées. En 1953, c'est le même peuple, la même culture, la même histoire. Mais elles adoptent des règles du jeu radicalement opposées. Le résultat des décennies plus tard est, il parle de lui-même. Une divergence économique spectaculaire qui montre bien le pouvoir incroyable des institutions. En fait, tout se joue sur la différence entre deux grands types d'institutions. D'un côté, on a les institutions extractives. C'est simple, elles sont conçues pour qu'une petite élite puisse extraire la richesse du reste de la population. De l'autre, on a les institutions inclusives. Elles, au contraire, cherchent à inclure le plus de monde possible dans l'économie, en protégeant la propriété, en garantissant une justice impartiale et en encourageant la concurrence. L'une étouffe la croissance, l'autre la fait exploser. L'Angleterre du XVIIe siècle, c'est un cas d'école. Et les rois Stuart tentent d'imposer un modèle extractif, mais ils se heurtent à une opposition féroce. Ça débouche sur des décennies de conflits, jusqu'à la fameuse, glorieuse révolution de 1688 qui change complètement la donne. Le pouvoir passe au Parlement qui s'empresse de sécuriser la propriété privée et de mettre fin à l'arbitraire du roi. C'est un virage fondamental vers des institutions plus inclusives. Mais attention, ce changement n'était pas qu'une simple question de loi. Il était porté par des idées complètement nouvelles, et même radicales pour l'époque. Écoutez bien cette phrase prononcée en pleine guerre civile par un certain Thomas Rainborough. C'est rien de moins qu'une révolution culturelle. C'est l'idée de souveraineté populaire qui est en train de naître. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, il vient du peuple. Et ça nous amène directement à notre deuxième grand indice. Parce que les institutions, aussi importantes soient-elles, ne poussent pas en l'air. Elle s'enracine dans un socle culturel, dans la manière dont une société apprend à faire coopérer ses membres, bien au-delà des simples liens du sang. Et là encore, on observe une divergence fondamentale. D'un côté, vous avez des sociétés comme la Chine impériale, où tout s'organise autour du clan, de la famille élargie, la confiance, la loyauté, tout est basé sur la parenté. De l'autre, en Europe, la famille nucléaire devient la norme. Alors pour coopérer, les Européens inventent des structures volontaires, les guildes d'artisans, les universités, les villes libres. Ils apprennent à faire confiance à des inconnus en se basant sur des règles communes. Pour vraiment saisir cette différence, la métaphore de B.R.M. Dekhtar sur le système des castes en Inde est saisissante. Il décrit une culture câblée, complètement figée, où la mobilité sociale est tout simplement impossible. C'est l'opposé quasi parfait des structures européennes, bien plus fluides et adaptables avec leurs multiples corporations. Et cette organisation sociale a eu une conséquence politique absolument énorme. Contrairement à l'Empire chinois, unifié et centralisé, l'Europe était un véritable patchwork d'États qui se faisaient concurrence. Et cette fragmentation a créé en quelque sorte un marché des idées et des talents. Un innovateur bloqué par son souverain, qu'à cela ne tienne, il traversait la frontière et allait proposer ses services aux rivales. Aucune autorité ne pouvait à elle seule étouffer le progrès sur tout le continent. Bien. On a donc des institutions de plus en plus inclusives et une culture de coopération assez unique. Mais quel est le moteur que cette combinaison a bien pu allumer? Eh bien, il s'agit d'un processus au nom un peu barbare, la destruction créatrice. Ce concept, on le doit à l'économiste Joseph Schumpeter, et il est au cœur du capitalisme.
L'idée, c'est que le progrès économique n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une tempête perpétuelle. Le nouveau vient constamment détruire l'ancien. Chaque innovation rend la précédente obsolète. Ça crée une richesse immense, mais ça fait aussi, forcément, des perdants. Le cycle est assez simple, mais redoutablement efficace. Tout part d'une incitation. Un entrepreneur a une idée, il flaire une opportunité de profit. Il prend des risques, il investit, il innove. S'il réussit, sa nouvelle technologie balaye tout sur son passage. Et son succès, bien sûr, inspire immédiatement des dizaines d'autres personnes qui vont essayer de faire encore mieux. Et le cycle repart. C'est une machine qui ne s'arrête jamais. Mais attention, ce moteur est fragile. Il suffit de regarder le cas de Venise. Au Moyen-Âge, c'est l'un des endroits les plus riches et innovants du monde. Sauf que l'élite en place, pour protéger ses propres intérêts et ses rentes, a petit à petit fermé le jeu. Elle a bloqué l'arrivée de nouveaux entrepreneurs. En tuant la destruction créatrice, elle a signé le début du long déclin économique de Venise. Ça montre bien que les pouvoirs établis ont, par nature, tout intérêt à arrêter ce moteur. Voilà, il est temps maintenant de tout mettre ensemble. On a toutes les pièces du puzzle, les institutions, la culture, l'innovation. Ce ne sont pas des facteurs qui agissent seuls dans leur coin. En réalité, ils sont profondément liés et ensemble, ils ont créé quelque chose de vraiment unique dans l'histoire. La véritable clé de l'énigme, ce n'est donc pas une cause unique, c'est l'émergence d'une toute nouvelle structure de récompense. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un système social a fait en sorte qu'il devienne systématiquement plus profitable de créer de la richesse que de la voler ou de la contrôler par la force. C'est ça, la combinaison gagnante. Des institutions qui protègent les innovateurs et leurs idées. Une culture qui permet à des inconnus de collaborer à grande échelle. Et une compétition politique qui agit comme une assurance. Personne ne peut tout seul appuyer sur le bouton stop. C'est ce cocktail, absolument unique à l'époque, qui a permis au moteur de la destruction créatrice de tourner à plein régime et de changer la face du monde. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, l'intelligence artificielle, on voit de nouvelles divergences massives se créer sous nos yeux. Les leçons du passé sont donc plus importantes que jamais. Quelles sociétés sauront bâtir les institutions, la culture et les incitations qui feront d'elles les gagnantes du XXIe siècle ? La question est ouverte et la course, elle, a déjà commencé.